Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ensemble pour commenter l'actualité. L'actualité, évidemment, c'est le rejet de cette motion de censure. On va parler, on aurait pu passer la chanson de Gilbert Bécaud. Et maintenant, on n'a pas arrêté de dire ça hier, Éric Revel et Armelle Chabot. Et maintenant, que va-t-il faire? Le président de la République va parler demain à 13h sur TF1 et sur France 2. Et nous allons commenter tout cela avec Jean-Claude Beaujour. Bonjour, vous êtes avocat, président du Forum Transatlantique. Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Bonjour. Alexandre Malafaille, président du think tank Sinopia. Bonjour à vous. Et Régis de Castelnau. Bonjour à vous. Vous êtes avocat, vous tenez un blog qui s'intitule Vue du droit. Vous avez publié un livre, Une justice politique, aux éditions L'Artilleur. Et vous êtes membre de la rédaction de Front Populaire. Voilà, tous ces sujets. Nous allons les commenter parce que c'est vrai que la situation est un petit peu compliquée, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais on va commencer avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Il n'y a pas que la politique, ou en tout cas pas que le 49.3 dans la vie. Jean-Claude, je vous donne la parole et je crois qu'Alexandre aura aussi à dire puisqu'il voulait faire le même coup de cœur que vous. Écoutez, moi, un coup de cœur pour notre concitoyen Olivier Dubois qui a été libéré hier après 2 ans, quasiment 2 ans, 8 avril, et nous sommes le 21 mars. Il était prisonnier au Mali. Il a été kidnappé par le groupe de soutien islamique. Parlez bien dans le micro, Jean-Claude. Par le groupe, vous voyez, je ne suis pas encore complètement habitué, par le groupe de libération islamique. Alors, pour moi, deux réflexions. Tout d'abord, sur le plan humain. Au cours de ces 2 dernières années, nous avons, et je sais qu'un certain nombre de médias, dont vous, on s'est mobilisés en permanence pour faire en sorte qu'on n'oublie pas Olivier Dubois. Parce que dans ce type de situation, moi j'ai beaucoup échangé avec un ancien ambassadeur de France qui avait traité des otages en Afghanistan. Et on se dit toujours qu'il faut être très prudent, c'est trouver la bonne mesure entre mobilisation, pas faire trop de bruit pour éviter que les négociations ne capotent et en même temps être suffisamment audible. Donc sur le plan humain, libération pour lui, pour sa famille. Je pense à sa famille qui est à la Martinique. Donc c'est vrai que c'est un vrai soulagement. Et puis la deuxième chose, sur le plan plus géopolitique, la sécurité de nos intérêts dans cette partie de l'Afrique, ça remet, et je m'arrête là-dessus, ça remet au centre le débat sur quelles forces déployer pour assurer la sécurité de nos concitoyens. Je rappelle que nous avons 2 millions de Français qui vivent à l'étranger, dont en Afrique ou dans des zones qui sont tout simplement un peu plus sensibles. Donc il faut y penser lorsqu'on débat du budget militaire, lorsqu'on débat du budget du ministère des Affaires étrangères, assurer coûte que coûte la sécurité des Français hors de nos frontières, c'est une préoccupation. Voilà, je m'arrête là-dessus. Je crois même que la diaspora française dans le monde, c'est 3 millions de personnes. Oui, parce qu'il y a effectivement des gens qui ne sont pas enregistrés. Je dis souvent qu'on n'est pas obligé de s'enregistrer à l'ambassade de France. On connaît les coulisses ou pas de cette libération? Pourquoi a-t-il été libéré? En échange de quoi? À ce stade, on a assez peu d'informations, mais c'est ce que je voulais dire en complément, c'est que on peut rendre hommage en fait aux équipes, notamment du centre de crise du Quai d'Orsay, qui pilotent l'ensemble des dossiers des otages lorsqu'il y en a, et qui font un travail de coulisses absolument remarquable, en lien bien sûr avec les services secrets compétents sur le terrain, en lien avec les pays qui sont dans certaines situations qui sont nos alliés. Et c'est vrai que c'est un travail extrêmement compliqué, parce qu'en face de nous, on a des preneurs d'otages qui ne sont pas toujours très rationnels et qui peuvent être d'une violence absolue. Donc il faut vraiment leur rendre un hommage. Il y a des hommes de l'ombre qui font un boulot remarquable, et à chaque fois, sauf exception, ils arrivent à des résultats qui sont ceux qui consistent à libérer nos ressortissants, parfois avec un délai très long, parce que là, 2 ans, on imagine 2 ans de vie dans ces conditions, c'est infernal. Mais pensez à l'Américain. L'Américain, il y a passé 6 ans, lui, entre leurs mains. Absolument. Et puis, juste une chose qu'il faut aussi dire, c'est qu'on n'a pas forcément, pour répondre à votre question, je pense qu'il n'est pas nécessairement utile que l'on sache les dessous, à la fois pour protéger, et m'avait dit Jean-Pierre Guinu, qui était notre ambassadeur en Afghanistan, et surtout pour éviter que ça ne soit une pompe aspirante pour d'autres preneurs d'otages. De se dire qu'ils peuvent avoir de l'argent, etc. Voilà, exactement. Donc, on n'a pas envie de savoir, et hommage à nos fonctionnaires. Comme on dit dans les milieux autorisés, nous n'avons pas à en connaître. Oui, alors allez-y, Régis, vous voulez commenter aussi? Juste deux petites observations. La protection de nos ressortissants en Afrique, vous m'entendez? Oui, très bien, allez-y. La protection, c'est une question très délicate, parce que on a des forces militaires qu'on projette, il y a eu des opérations, Barkhane, etc., mais c'est
quelque chose de tout à fait différent. Et en Afrique, nous avons une histoire, ce qui fait qu'effectivement, il y a énormément de monde et les protéger sur des pays théoriquement souverains, ce sont des questions très compliquées. Là, moi aussi, je me réjouis bien évidemment de cette libération et du fait qu'on a eu une certaine discrétion. C'est peut-être le reste de l'actualité qui l'a permis, hein, mais dans ces libérations, à chaque fois, on a vu, et toute tendance politique confondue, des mises en scène des retours qui étaient souvent très déplaisants. La discrétion s'impose, hein, et laissons travailler ceux dont c'est la mission. Vous avez raison. Pour la mise en scène, c'est réussi puisque le président va aller l'accueillir, il va le chercher, donc comme d'habitude. Alexandre, un coup de cœur. Oui, pour essayer d'apporter un peu de joyeuseté dans une période compliquée. C'était pour me réjouir que l'équipe de France se soit dotée d'un nouveau capitaine dans la personne de Kylian Mbappé, parce que je crois que c'est un joueur de foot que tout le monde apprécie particulièrement, dont on a pu voir le talent à nouveau renouvelé pendant la Coupe du Monde de foot, même si on a échoué sur l'ultime marche. Il n'empêche que ce qu'il a démontré en talent, en compétence, en qualité humaine, en qualité de jeu, en capacité à être avec les autres, je crois que c'est bien et c'est plutôt un bon signe pour l'équipe de France pour les prochaines échéances qui nous attendent, parce que cette équipe, on l'a vu pendant la phase finale de cette dernière Coupe du Monde, elle a un potentiel, semble-t-il, assez exceptionnel. Donc c'est plutôt très bien. Et puis Griezmann derrière, qui est aussi c'est des garçons sympas, quoi. On a envie de leur faire confiance. Il faudrait juste qu'ils fassent équipe, quoi. Il faudrait juste qu'ils arrivent à faire une équipe et pas être. Voilà, ça c'est comme à l'Assemblée. Mais ils ont un petit peu de temps pour ça. En tout cas, s'il était d'esprit, si le team spirit y est, globalement, ça fera tout. Alors après, quand on parle de footballeur, j'ai toujours un petit coup de griffe qui passe par là. C'est que, évidemment, je suis quand même quelque part toujours un peu gêné par l'extrême rémunération dans ce monde-là. Et oui, je sais que ça fait. Oui. Mais je vais vous donner un chiffre, Sophie. Voyez, 72 millions d'euros, c'est la rémunération de Kylian pour l'année 2023. Vous regardez le budget des Restos du Cœur, c'est 190 millions d'euros. Voilà. Quand on voit ces sommes d'argent, Et la question que je me suis toujours posée, c'est est-ce que finalement Kylian Mbappé jouerait moins bien au foot, ou tous les autres, s'ils étaient payés 100 fois moins? Oui, mais c'est le système, c'est les droits du foot. J'entends bien, mais est-ce que c'est juste, est-ce que c'est tenable, est-ce que c'est équitable? C'est des vraies questions. Je vais vous dire, financièrement, les rémunérations ne sont jamais justes. Non mais oui, je finis ma phrase. Je suis pas d'accord avec vous. Elles peuvent l'être. Dans une entreprise, par exemple, vous avez 2 personnes. Moi, j'avais 2 secrétaires. Il y en avait une qui était géniale, qui bossait comme une dingue. Regardez, j'ai voulu l'augmenter. On m'a interdit. Elle faisait le même boulot, le même poste. On ne pouvait pas. Donc voilà, il n'y a pas de justice vraiment en matière de rémunération. Moi, ce que je vais vous dire, parce que c'est un vrai sujet. Que Kylian Mbappé gagne 72 millions, c'est vrai que c'est énorme. Et parfois, je suis quand même surpris qu'on s'étonne. On s'étonne de ce que gagnent un certain nombre de patrons, même au-delà des grands patrons, mais de dirigeants lambda qui eux aussi donnent pour notre pays, parce que créer des emplois, c'est donner, c'est rendre service à l'intérêt général. Et on s'étonne alors qu'à côté, il y a 72 millions. Moi, là où je suis plus gêné, c'est que dans le même temps, on va rogner sur le médecin généraliste à qui on va dire 25 euros. 25 euros. On va rogner sur ce qu'on va donner à un professeur et on va expliquer à certains professeurs, vous aurez... Attendez. Non, c'est pas simplement cela. Attendez, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'on s'étonne. On s'étonne. Ou du moins, on ne dit pas, un chercheur, pardonnez-moi, mais on veut relever le pays. Mais comment voulez-vous relever le pays lorsqu'on pleurniche pour pouvoir donner à un chercheur 3 ou 4 000 euros ? Combien il paie d'impôts et où, Mbappé? Mais c'est un vrai sujet, 3 ou 4 000 euros. Non, mais combien il paie d'impôts et où, je ne sais pas. Je vais vous répondre. Sur les 72 millions, en fait, il lui en reste à peu près la moitié, puisque la moitié part effectivement en impôts, en charges, etc., ce qui est de façon normale. Voilà. Non, mais là où je voulais simplement vous dire que je ne suis pas d'accord avec vous, Sophie, sur un point stratégique, je pense, c'est fondamental, c'est qu'un système de rémunération, à partir du moment où il y a des écarts, on peut dire, comme il y a des écarts, c'est pas juste. La vraie question, elle n'est pas là. La question, c'est que la plupart des gens sont prêts à accepter qu'il y ait des écarts. Il faut que ces écarts soient cohérents. Il faut qu'ils soient cohérents, il faut qu'ils soient liés au mérite, à la performance, à l'apport de chacun en termes de valeur ajoutée. Et à partir de là, vous pouvez construire un système qui est motivant, qui permet qu'il y ait des différences, mais qui fait qu'effectivement tout le monde joue le jeu, parce que voilà, dans une équipe de France, par exemple, il y a des écarts de rémunération entre les joueurs de foot, mais celui qui va être payé 1 million ou 500 000 ou 300 000 balles par mois, il va accepter que Kylian Mbappé, qui marque 13 buts en Coupe du Monde, voilà. Donc on peut
peut construire un système juste, parce que pas forcément équitable au sens équité, tout le monde a la même chose. Si mais on juste, le construit, ça veut dire qu'on intervient dans le privé, ça veut dire c'est très compliqué. Non, mais c'est ce qui doit inspirer. Juste pour dire, c'est une philosophie qui doit inspirer les boîtes. Un mot, Régis. On compare les rémunérations des chercheurs et celles de Kylian Mbappé. Moi, je vais dire deux choses. Premièrement, il y a un Kylian Mbappé, il y en a qu'un. C'est un immense artiste. Moi, j'en raffole. Ça, je suis très clair là-dessus. Il y en a qu'un. Il y a 5 milliards de personnes qui le connaissent, qui le suivent sur les télévisions, etc. Et c'est quelqu'un qui c'est un immense artiste. Je me répète. La deuxième observation, c'est pas lui qui gagne le plus dans le foot business. Non. Loin de là. Loin de là. Vous savez que le PSG vend 300 000 maillots par an. 300 000 maillots par an, ça doit valoir 100 € pièce. Non, mais attendez, c'est au bout d'un moment, dans tout dispositif, on vous entend plus. Ce n'est pas le meilleur joueur du monde qui gagne le plus. Allez, on va se retrouver dans un tout petit instant, 9h13 sur Sud Radio. On va revenir évidemment sur la motion de censure et sur la suite. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Et maintenant... C'est pas tout de suite, c'est gentil, mais c'est pas tout de suite. On n'a pas fini les coups de gueule, mais ça nous permet de lancer effectivement la séquence suivante. On va parler de la suite après la motion de défiance, la motion de censure hier à l'Assemblée nationale. On continue notre tour de table, Sophie de Menton. Coup de gueule ce matin. J'ai un coup de gueule incroyable. C'est contre les standards. Vous savez, les standards, c'est un mot ancien qui désignait un numéro de téléphone pour appeler une entreprise. Maintenant, ça n'existe plus. Non. On a une plateforme, on ne sait pas ce que ça veut dire. Et donc, je vais même citer le cas récent, l'Express, figurez-vous. Je voulais appeler l'Express. Eh bien, on ne peut pas appeler l'Express. En l'occurrence, il n'y a pas de numéro de standard. On n'a pas de standard, m'a-t-on répété, que par hasard, par piston, j'ai eu le numéro d'une secrétaire pour avoir ça. On m'a dit non. Alors je dis, je fais comment? On m'a dit, envoyez un mail. Je dis, j'ai pas les mails. Alors, donnez-moi au moins un numéro. Elle dit, je ne peux pas. Très bien. Donc, il n'y a pas de numéro, vous ne pouvez pas joindre le journal L'Express. Mais les autres entreprises, c'est extraordinaire. Quand par hasard, vous tombez au standard, vous demandez un nom. Monsieur Xavier Piot, on vous dit je l'ai pas sur ma liste. Vous dites mais je suis désolée, c'est votre directeur général. Elle dit oui mais moi je connais pas les gens. Alors parfait, donc on a parce que c'est un centre d'appel. C'est un centre d'appel. On tombe sur par hasard la secrétaire de Xavier Piot, à qui on dit je voudrais laisser un message s'il vous plaît. Elle vous écoute et quand vous avez fini au bout de 5 minutes en expliquant clairement, elle vous dit est-ce que vous pouvez envoyer un mail. Je dis non, je ne veux pas envoyer de mail, je viens vous expliquer ce que je vous laisser comme message. Ah mais moi je prends pas les messages. C'est devenu complètement fou à un moment où vous avez la population entière sur son portable 6 heures par jour. Il n'y a plus mais justement, maintenant tout passe par mais tout passe, mais il n'y a pas de communication, les messages ne sont pas laissés. Alors, la dernière en date d'ailleurs, le message que vous avez sur le portable de votre interlocuteur, c'est « Je n'écoute pas mes messages, voulez-vous m'envoyer un SMS ?» C'est absolument extraordinaire. Et donc, on est dans un monde de non-communication alors qu'on n'a jamais été aussi branchés. C'est vrai. On avance. Pour la petite histoire, il y a des intelligences artificielles maintenant qui permettent aux gens qui reçoivent trop de mails de traiter leurs mails, notamment pour les prises de rendez-vous, de manière automatique. Ah, c'est formidable. On avance parce qu'on va plus avoir assez de temps. Régis, un coup de gueule qui ne nous étonnera peut-être pas. Je vais céder à mon péché mignon de dire du mal des magistrats. Voilà. J'ai même écrit un livre que vous citez, allez-y. Valérie, et qui est assez long et qui parlait de ce problème. Alors, le syndicat de la magistrature est venu nous dire, mais la façon dont on réprime le mouvement social est inadmissible. Qu'est-ce que c'est que ces gardes à vue préventives, ce qui est parfaitement exact. Alors, je signale que quand il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, massivement ça a été utilisé. Il y a eu 3000 peines de prison ferme. Il y a eu des milliers de personnes qui ont été arrêtées en garde à vue préventive, c'est-à-dire sans motif, sans que le syndicat de la magistrature ne bouge une oreille à ce moment-là. Donc je suis un peu choqué de cette espèce de discrimination, comme le mouvement est différent, c'est pas uniquement les couches populaires qu'on avait sur le mouvement des Gilets jaunes. Et j'ajoute une chose, si nos amis les magistrats sont à ce point choqués, ils ont une solution toute simple.
lorsqu'il y a une garde à vue préventive. C'est quoi? C'est-à-dire qu'on rafle les gens, sans qu'il y ait une infraction qui soit possible de leur reprocher, et ensuite on les libère en disant il n'y avait pas d'infraction. Bon, c'est effectivement évident. Et bien dans ce cas-là, nos amis magistrats, ils n'ont qu'une chose à faire, ils ont qu'à saisir un juge d'instruction de procédure pour séquestration arbitraire. Et là, on va voir que ça va être... Si. Non, je suis désolé. Je suis désolé, une garde à vue injustifiée en droit français. Au bout d'un moment, il faut appliquer les principes et la rigueur de la loi. En droit français, c'est une séquestration arbitraire. Alors, qu'est-ce qu'on fait du monde qui vous a arraché votre sac? Là, tout d'un coup, je suis agressé dans la rue, on le met en garde à vue. Non. Là, il ne s'agit pas de ça, il s'agit du fait qu'on empêche les gens d'exercer une liberté constitutionnelle qui est celle de manifestation, on les nasse, on les embarque, on les met dans des bus, ensuite on dit ah ben non, finalement, on n'a rien à vous reprocher. Il faut bien les arrêter. Je suis désolé, le code pénal prévoit une infraction de séquestration arbitraire dès lors qu'elle est commise, c'est une circonstance aggravante, par une autorité publique. Bon, alors allez-y les grévistes, je ne demande pas qu'on le fasse. Je ne demande pas qu'on le fasse, Sophie, je ne demande pas qu'on le fasse. Je dis que nos amis magistrats feraient bien d'être modestes. Ils sont les soutiens de ce pouvoir, ils ont fait élire Macron, ils ont réprimé brutalement les gilets jaunes, et là maintenant ils prennent des pincettes. Moi, je le supporte assez mal et je renvoie naturellement en publicité gratuite à la lecture de mon livre. Voilà. Absolument. Bon, vous n'allez pas plaider cet après-midi, j'espère. Voilà. Moi, je voulais vous parler, c'est un coup de cœur, deux coups de cœur. Hier, il y avait un gala de soutien à la recherche pour la maladie d'Alzheimer. C'est important. J'ai vu les chiffres qui sont assez effrayants de projection, et puis la recherche qui bénéficie de beaucoup moins d'argent que d'autres maladies. Et puis aujourd'hui est lancée une grande campagne très importante qui concerne les femmes et l'AVC. Une femme sur 4 est concernée. Une femme sur 4 risque un AVC dans sa vie. 18 300 décès par an. Première cause de mortalité chez les femmes. On pense toujours, quand vous posez la question, on pense cancer du sein. Non, c'est l'AVC, c'est les maladies cardiovasculaires et l'AVC en particulier. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut l'éviter dans 80% des cas. Il y a un site qui est très bien fait. C'est la campagne d'abord Agir qui est lancée. Ça s'appelle Femmes et AVC. Et vous pouvez tester votre risque. Il y a un QR code. Et en fait, ce qu'il faut connaître, c'est votre chiffre de cholestérol, le chiffre de glycémie, votre tension, parce que la tension est l'un des facteurs aggravants. Et puis, une activité physique et évidemment le tabac qui est la principale cause. Il y a également le cœur des femmes. Absolument. Parce que vous avez tout à fait raison. Quand vous posez la question, moi j'ai posé les questions à mon gynécologue, quelle est la première cause de mortalité? Il m'a dit le cancer du sein. Non. Même les médecins ignorent que ce sont les maladies cardiovasculaires. Et les femmes en plus avec le risque pilule, c'est pour ça qu'il y en a, il est plutôt décuplé. Cœur des femmes, on fait des préventions en entreprise. Oui, et femmes et AVC, vous devriez le faire aussi, parce que c'est l'AVC, l'accident vasculaire cérébral, concerne le cerveau. Voilà, ceci étant dit, on va marquer une pause et on se retrouve dans un instant et on va se poser la question de savoir ce qui va se passer maintenant après la motion de censure qui a été rejetée hier à l'Assemblée. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à 10h. Et là, on peut passer la chanson de Gilbert Bécaud. Non, on l'a pas la chanson. Bon, voilà. Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? C'est la question à laquelle va peut-être répondre Emmanuel Macron. Le gouvernement sauvé à 9 voix près hier. Cette motion de censure n'est donc pas passée hier. Qui peut-être un commentaire sur le rejet et sur la situation. Peut-être. Allez-y, Régis de Castelnau. Vous avez suivi ça évidemment avec attention. Le gouvernement en ressort évidemment fragilisé. Les LR, n'en parlons pas. En miettes. Motion de censure rejetée. Que va-t-il se passer? Alors, je voudrais faire une première observation. Personnellement, je suis partisan du 49.3. Le 49.3, on dit passage en force. Non, on dit aux députés, vous ne voulez pas de ce texte, vous allez peut-être ne pas le voter. Eh bien, moi, je vous mets au défi de me renverser, puisque vous ne voulez pas de mon texte. Vous pouvez renverser le gouvernement. Et
passer à ce moment-là, prendre ses responsabilités et voter la motion de censure, ça c'est un acte démocratique. Ça implique effectivement que le gouvernement est renversé. Donc, soit on nomme un nouveau Premier ministre qui va se faire une nouvelle majorité, soit on dissout. Et là, je pense qu'il y en a beaucoup qui n'ont aucune envie de retourner devant les électeurs. Ouais. Je trouve que c'est un manque de courage. Bon, je suis bien d'accord. Toujours est-il que 9 voix d'écart, c'est passé tout près quand même. Ouais. Et je constate que ceux qui vont probablement le payer très cher, parce que le rejet dans l'opinion publique, alors c'est un rejet multiforme. Il y a la personnalité d'Emmanuel Macron, il y a beaucoup de choses. C'est pas le projet techniquement qui est probablement assez peu connu de ceux qui s'en défient, mais je pense que cette attitude de l'opinion publique, la défaillance de ce point de vue politique de l'opposition LR va leur coûter très très cher. Alors qu'est-ce qui peut se passer ? Attendez, laissez terminer, Régis. Oui. Qu'est-ce qui peut se passer ? Je pense que moi, je me rappelle de mai 68. Alors, vous me direz, ça n'a rien à voir. C'est tout à fait exact. Mais quand Charles de Gaulle rentre de Baden-Baden, et dit, voilà, je dissous aujourd'hui l'Assemblée nationale, c'est-à-dire je demande l'arbitrage du peuple, c'était une bonne façon de régler la crise. Et elle s'est réglée comme ça. Il a eu une majorité, je vous dis pas. Bon. Donc, le problème, je pense que c'était une erreur de ne pas voter cette motion de censure, parce que maintenant, le problème reste dans la rue. C'est pas le meilleur endroit, nécessairement. Alors, c'est vrai, mais là, il y a un vrai problème, c'est que, par exemple, il y a une focalisation sur le 49.3, alors que c'est démocratique, c'est classique, on le sait, Rocard l'a utilisé, etc. Mais c'est le centième 49.3. Pardon ? C'est le centième 49.3. Mais tout d'un coup, c'est un déni de démocratie. Alors, quand vous avez les gens dans la rue qui pensent qu'il y a un déni de démocratie, c'est ça qu'il faut soigner. Or, moi, je pense que la première des choses à faire, et c'est pour ça d'ailleurs que je comprends mal qu'on se jette sur Elisabeth Borne, qui n'est pourtant vraiment pas ma tasse de thé, c'est qu'elle voulait aller jusqu'au bout et jusqu'à une heure avant, elle avait dit je vais faire voter. Elle voulait le vote. Et il fallait voter. Il fallait avoir le courage de faire voter. Déjà, parce que la rue l'aurait compris. Je trouve ça tout à fait injuste parce qu'elle avait mis son poste en jeu et que c'est le président de la République qui a imposé un 49.3. Donc déjà, c'est des malentendus partout. Et c'est contre ces malentendus finalement que les gens sont dans la rue. Personne ne sait plus du tout. Bon, les retraites, d'accord, on en parle. Personne ne sait plus ce que ça contient. Oui, c'est ça. Le fond de la réforme aujourd'hui, et qui aurait été finalement peut-être bien de la part d'Emmanuel Macron, c'est de dire ok, cette retraite elle est mal ficelée, c'est vrai. Il y a un moment où quand c'est vrai, tout le monde le reconnaît. Tout le monde le reconnaît. Il y a des erreurs, il y avait des erreurs pour les femmes. Ok, je ne transigerai pas sur l'âge, mais je me donne 2 mois pour la refaire plus juste. Il fallait retirer. Je veux dire que l'absence, quand on parle des politiques, je trouve l'absence de politique est avant tout la compréhension et le bon sens est absolument terrible. Donc maintenant, savoir ce qu'ils vont faire, on s'en fiche complètement. Ils sont à côté de leur pompe. Je veux dire, je ne vois pas pourquoi tout d'un coup le bon sens reviendrait et on ferait ce qu'il faut. Ils ne veulent pas être d'accord. Le Parti républicain est en état d'agonie prolongée. Voilà, qu'est-ce qu'ils voulaient qu'ils fassent ? C'est pas maintenant qu'ils vont faire passer une réforme sur la sécurité, alors qu'ils sont pas capables de gérer une poubelle. Enfin là, c'est Alexandre. Non, mais c'est la question, c'est la situation aujourd'hui, elle est très très complexe. Même Olivier Véran ce matin, j'ai pas bien compris ce qu'il expliquait, et Olivier Dussopt pareil, qui était chez nous. Mais c'est concernant, ça confirme qu'il y a une espèce de fracture invraisemblable entre le sommet de l'État, le haut de la pyramide qui nous gouverne, et puis les Français. Il y avait un tel désaccord, il y avait une telle incompréhension, puis il y a eu une telle confusion. Là encore, on en revient toujours à la base, mais quand il y a 3 ans, le président disait jamais plus de 62 ans, ce serait cynique, etc. Tout ça a été mélangé, remélangé dans tous les sens. On nous a expliqué tout et son contraire sur les motifs, sur la légitimité de cette réforme, sur le besoin, sur le pourquoi. Voilà, donc il y a une confusion totale. Et puis cette espèce de rupture profonde avec, on nous fait croire que il y a eu concertation. Non, il y a eu les syndicats, vous le dites tous. Moi, j'ai parlé avec eux. C'est des réunions d'information. Donc c'est pas de la concertation. Donc quand vous avez la démocratie sociale qui fonctionne pas, la rue qui s'oppose à vous, et que très majoritairement les Français vous disent ça va pas, il faut entendre quoi. Alors certes, techniquement bien joué, à la limite ils l'ont passé par le 49.3 et ça se joue à peu de choses. Mais quel regret quand même que les parlementaires qui doivent être en phase, bien joué, bien joué techniquement.
techniquement, moi, Macron pourra dire, je l'ai fait ma retraite s'il va au bout. Mais je veux dire, quel manque de courage des parlementaires français qui avaient pour une fois en plus l'occasion de montrer que le contre-pouvoir pouvait s'exercer à l'Assemblée nationale en étant en phase avec le pays et les organisations syndicales. Il y avait quelque chose d'intéressant à jouer là. Et ça fait comme 30 ans que le Parlement se fait marcher dessus par le gouvernement, même quand ils sont alignés, de toute façon ils se font marcher dessus quand même. Là, ils avaient l'occasion de dire non, on n'est pas d'accord, ça suffit. Et ça se joue à très peu de voix, c'est très dommage. Ils auraient pu en plus envoyer un message d'apaisement extrêmement fort au pays, et on aurait besoin d'apaisement dans ce contexte-là, parce que franchement, entre les poubelles, les trains qui marchent pas, les grèves à venir, les problèmes de sécurité, les gens qui peuvent plus faire le plein, etc., c'est insupportable. Donc les parlementaires n'ont pas fait leur boulot. Je pense qu'ils le paieront très cher dans les urnes en 2027, ou avant, si ça va plus vite, parce qu'en effet, tous ceux qui sont beaucoup plus radicaux qu'eux, sur le terrain, vont se venger dans les urnes. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je pense que malheureusement, ils auront raison de sanctionner ceux qui n'ont pas pris leurs responsabilités, parce que quand on est élu de la nation, on n'est pas élu d'un parti politique. Je suis d'accord à 100%. Alors Jean-Claude, je pense qu'il y a deux points. Le premier, c'est que juridiquement, effectivement, les uns et les autres ont dit c'est pas un déni de démocratie parce que ce sont nos institutions. Sauf qu'à un moment donné, le seul argument juridique ne satisfait pas ou n'est pas suffisant, puisque dans le cas d'espèce que disent, en tout cas moi je l'entends un peu sur le terrain, il y a un profond sentiment d'injustice, il y a un profond mal-être social. La question de la retraite n'est peut-être pas simplement, et on a eu l'occasion de le dire, moi j'ai beaucoup insisté là-dessus, il y a par exemple le rapport au travail qui n'a pas été abordé. On a beaucoup parlé des seniors par exemple, il y a une immense hypocrisie. Et moi, j'aurais préféré effectivement que dans le cadre de cette réflexion, que l'ensemble des forces vives, et je pense notamment aux grands groupes, se mettent autour de la table pour parler des fameux seniors. Moi, je voudrais qu'on avance, qu'on avance, c'est-à-dire qu'on ne va pas refaire la réforme. Elle a été votée. Il y a une motion de censure qui a été rejetée. Voilà. Aujourd'hui, on est dans une situation extrêmement compliqué pour le gouvernement, donc que va-t-il se passer ? Est-ce qu'on va passer à autre chose ? Moi je voyais les journaux ce matin, quand vous regardez les unes, ils sont passés à autre chose. Bien sûr, mais c'est pour ça que j'ai dit que juridiquement la question, le président de la République. Juridiquement la question est réglée. Maintenant, politiquement et socialement, non, elle est pas réglée. Il y a le Conseil constitutionnel. Il y a le Conseil constitutionnel. On peut imaginer qu'il va retoucher tel ou tel article, mais il ne va pas dire la loi dans son intégralité. Il peut la retoquer dans son ensemble. Oui, il y a des fondements. Oui, ça ce serait amusant. Sans compter les cavaliers budgétaires qui sont là. Je voulais en dire un petit mot de ça. Il y a le 47.3. Il y a toute la procédure qui pose un très réel problème. Il y a également les 3/4 du texte qui sont des cavaliers, c'est-à-dire que ça a été rattaché artificiellement à une loi financière. Et donc, si le Conseil constitutionnel veut, et si lui il prend cette responsabilité, mais ça, moi, ça me plaît pas trop, parce que effectivement, c'est de nouveau le Conseil constitutionnel qui va se retrouver dans la position du législateur. C'est pas normal, ça. Mais c'est son boulot, sur le plan juridique, si le législateur ont été ne respecte pas la Constitution, c'est son boulot. Oui. Non, ce que je veux dire après, ils ont l'air encore plus nuls, alors les politiques. Il y a façon d'opérer. Monsieur Fabius nous a montré que l'utilisation du bloc de constitutionnalité était parfois à géométrie variable. Bon, je pense qu'il est tout à fait possible que le texte soit retoqué au Conseil constitutionnel. Le discrédit, la question, moi, ce qui m'intéresse ce matin, c'est la situation politique du pays. C'est-à-dire qu'on a une opposition qui était censée... non, on a des fous d'un côté. Des fous. Oui, on a un parti qui met quand même, depuis qu'il est là, la France ne fonctionne plus. Les insoumis, je veux dire, c'est dramatique. Moi, j'ai trouvé particulièrement scandaleux l'image de ces députés qui quittaient l'hémicycle au moment du discours d'Elisabeth Borne. Non, là, les insoumis ont vraiment nuit considérablement à la politique française, à l'Assemblée, à l'image de c'est pas possible, on se tient pas comme ça. Vous parlez d'image et je l'entends, moi je vais beaucoup plus loin. C'est la délégitimation, on pourrait dire ça, des institutions, parce qu'effectivement, moi ce que je regrette, c'est qu'on a le sentiment qu'il y a des gens qui sont détenteurs de la vérité et qu'au-delà ou en dehors de leur pensée, et j'ai entendu des mots, au-delà d'eux, il n'y a que des traites, il n'y a que des anti-citoyens, et ça c'est terrible, parce que cela veut dire que nous organisons une forme de contraction du pays où
Oui, celui qui est en face est un ennemi, celui qui est en face n'est pas un vrai Français, et ça c'est... Mais c'est pas, aujourd'hui, c'est pas le... Enfin, c'est encore une fois... Ceci va empêcher tout... Ça va tout empêcher. Précisément, Valérie, comment voulez-vous avancer si une partie a le sentiment... Moi, j'ai entendu loi maudite, j'ai entendu des choses qui étaient... Alors qu'il y a toujours eu des débats au Parlement, mais quand on en arrive à traiter le Premier ministre, traiter peu importe que ce soit Madame Borne ou un autre ou une autre, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est l'institution, et on voit bien les problèmes que ça va poser. Qu'elle parle, laissez-vous. Et je vais vous dire, ça peut se retourner contre ceux qui alimentent cette façon de faire, parce que demain, s'ils étaient en responsabilité, ça serait exactement le même problème. Que voulons-nous comme système ? Et ce qui est terrible dans les images qu'on a vues ces derniers jours, notamment la séquence dans laquelle effectivement les parlementaires ont quitté l'Assemblée pour ne pas écouter la Première ministre, c'est qu'en fait, ce qui était jusque-là préservé, c'était quand même ces lieux, même si c'était un peu bruyant le mercredi lors des questions au gouvernement, c'était des lieux qui étaient préservés de l'influence directe de la rue. Et là, en fait, la rue s'est invitée à l'Assemblée nationale. C'est presque comme si les parlementaires étaient des manifestants et qui se comportent comme tels. Et donc là, il y a un brouhaha politique, mais ça confirme que le pays est dans un état d'éruption. Jean-Louis Bourlan, aujourd'hui, a fait une tribune, je ne sais plus dans quel journal, pour dire qu'effectivement, il y a péril dans la demeure. Les parlementaires de l'intérieur le disent. Dire que tout le monde est effectivement perdu. Alors la question, c'est que fera le président Que peut-il dire? Est-ce qu'il est audible? Il va parler, il faut qu'il ait quelque chose d'abord, il choisit le créneau du déjeuner. Enfin, il a oublié que les gens travaillent. Non, mais il va parler aux retraités. Donc très bien, bravo. Non, mais il oublie qu'il y a quand même des gens qui bossent, qui se lèvent tôt, comme dirait l'autre. Effectivement, c'est une bonne question. Pourquoi ce choix? Parce qu'il va parler aux retraités. Il va parler aux retraités, puis comme il n'a pas grand-chose à dire de solennel, et qu'il va essayer de faire de la pédagogie. Il ne peut pas tiens, je vais parler à une heure où personne n'écoute et aux retraités quand même. Mais pardon, je caricature un petit peu, mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent d'utile et qui sera compris? Je suis d'accord, mais pourquoi 13 heures quand même? Mais parce que je pense qu'effectivement, il a pensé qu'il fallait parler à cette France qui est son électorat, qui est effectivement l'électorat retraité, qui est une bonne partie de sa clientèle. Et donc, quelque part, il va leur parler, il va vouloir envoyer le signal d'un président qui prend de la hauteur, qui effectivement fait ce travail de réflexion, qui essaie de remettre en perspective, qui fait de la pédagogie. En tout cas, de solennel et d'important, voire d'institutionnel ou de grand chantier, il ne va pas en lancer lors du déjeuner. C'est plutôt le soir, lors de la grande écoute que... Alors, j'ai entendu dire... C'est pas LFI qui fait des bras d'honneur dans l'hémicycle. C'est le ministre, un des ministres les plus importants des fonctions régaliennes, qui s'appelle Monsieur Dupond-Moretti, et qui est un pitre, qui aurait dû quitter cette fonction depuis fort longtemps et qu'on maintient contre vent et marée parce que c'est un des caprices du président. Donc, qui dégrade, je pose la question. Bon, ça c'est d'accord. Mais là, pour parler d'avenir, on est en train de dire que maintenant, ce qu'on aurait dû faire depuis très longtemps, on va parler du travail. Mais là, les chefs d'entreprise sont quasi insurrectionnels parce que on va parler du travail, on ne leur demande pas leur avis. Ce sont les chefs d'entreprise qui sont en train de travailler tous pour voir comment on peut faire travailler plus longtemps. Ce qu'il faudrait, comment on peut s'appliquer à faire ça. Jamais, écoutez, et qu'est-ce qui va se passer? Pour donner le sentiment qu'on est social, on va encore pressurer les chefs d'entreprise et les entreprises. Ça ne fait pas un pli. Donc je pense que là, il va y avoir l'élection du futur président du MEDEF dans très peu de temps. On va d'ailleurs les recevoir à éthique tous les compétiteurs. Et on est parti pour un vrai MEDEF de combat. Parce que là, ça suffit. Je veux dire que la variable d'ajustement du pays, la pompe à fric et la non-écoute des entreprises, même si on leur donne de l'argent, merci, gardez-le, est devenu intolérable. Alors, Gilles Gansman, qui est spécialiste des médias et qui nous écoute, dit c'est parce qu'il part au Conseil de l'Europe jeudi et vendredi, et il part le soir pour Bruxelles. Alors, bonne explication. J'ai dit oui, mais il aurait pu enregistrer. Il me dit oui, mais il y a des dîners de présidents du Conseil. Donc voilà, et si ça avait été effectivement monté, on aurait dit censure. Et ce soir, alors, il a qu'à y aller ce soir. Oui, il aurait pu y aller ce soir. Oui. Gilles, j'attends la réponse. Et puis quand il va revenir, il va quand même aller recevoir le roi Charles et va faire ce grand dîner monarchique à Versailles. La séquence va être absolument géniale. Ça va être bien. Absolument. Il y a plein de poubelles à Versailles qu'on ramasse. On marque une pause, on se retrouve dans un instant. Vous aurez la parole dans un instant, Régis. À tout de suite.
Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio, avec Jean-Claude Beaujour, Sophie de Menton, Alexandre Malafaille et Régis de Castelnau. Parlons des LR. Il y a quand même près d'un tiers des LR qui ont voté, des députés LR qui ont voté la motion de censure. C'est un parti aujourd'hui qui n'est plus tenu. On avait quand même Laurent Wauquiez hier qui était en immersion dans un supermarché. C'était annoncé comme ça, hein, Laurent Wauquiez en immersion dans un supermarché. On peut lui dire que nous on y est. J'espère qu'il s'est pas noyé plusieurs fois par semaine dans le supermarché, mais les LR, ça va poser là aussi un problème. Mais il est mort tout seul, je veux dire. Non, mais je parle pas de. Oui, mais c'était une boutade. Non, c'est pas une boutade. Parce que c'était le héros qui allait. C'est ce qu'il pense, c'est ce qu'il veut. Oui, c'était pour ça que Ciotti a été élu. On le gardait. On allait comme la statue miraculeuse. On allait enlever le voile un jour et on aurait un futur président. Bon, c'est un drame. Avoir une lâcheté pareille, pas avoir dit un mot et avoir regardé tout le monde se noyer en immersion dans un supermarché, moi je veux bien. Mais attends, il va au supermarché pour compenser effectivement les dîners à 100 000 euros, les déjeuners qu'il faisait. Voilà. Ouais. Non, plus sérieusement, moi, je crois on a un parti qui est dans une impasse absolue. Je pense que lorsqu'un tiers du parti vote différemment de la ligne officielle, ça pose problème. Et Chirac doit se retourner dans sa tombe. Chirac et Godillot, c'est fini. Hein. Oui, mais c'est pas qu'une question de Godillot, c'est que malgré tout un parti est aussi fait pour pouvoir donner une ligne. Deuxièmement, imaginez, voyez le drame que nous avons, puisque si Wauquiez n'a rien dit, est-ce qu'on pense vraiment que ce type-là n'a pas d'idée? Non, c'est qu'on fait avant tout de la communication et on pense que la politique se limite à la communication. Donc peu importe, ce qui va être important, c'est que votre image, parce qu'effectivement c'est cela, c'est une image propre, neuve comme ça, il arrive tranquillement à la présidentielle. Eh bien, je crains qu'on ne se trompe et que ça ne fasse le lit de ceux qui donneront eux le sentiment d'avoir des idées, celles qu'ils défendront. Alors pour leur défense, il faut voir que les parlementaires qui retournent dans leur circonscription, comme on l'a largement dit, ont été traumatisés par une opinion, 80% de la population qui était totalement hostile à ça. C'est pas facile pour un élu du peuple non plus de dire à ceux qui vous ont élu, taisez-vous. Mais je dis pas ça, compliqué. Sophie, quand on est chef de parti, quand on aspire à devenir président de la République, pardonnez-moi, c'est ce dont nous parlons, on peut pas simplement se dire, je me tais, j'entends ce que l'on dit, et une fois que je saurai ce que l'on dit, si je peux aller dans le sens du vent, attendez, non, on parle des autres parlementaires. Oui, non, mais là on a parlé de la question qui a été posée par Valérie, a été sur les Républicains. Je dis, Chirac doit se retourner dans sa tombe, en tout état de cause. Au-delà de Chirac, à un moment donné, il faut être capable de dire ce que l'on pense, et il faut être capable de donner un cap, s'opposer ou aller ou soutenir, mais il faut dire quelque chose. J'ai le sentiment. Régis ? Moi, concernant les LR, le chef doit donner le cap, le parti doit donner le cap. Le chef, il s'appelle Éric Ciotti. Oui. Non, mais c'est grotesque. Hein, il faut être quand même réaliste. Concernant Wauquiez, il a une stratégie qui me semble, moi, personnellement, assez claire. Après, je vais dire un petit mot de la crise politique. Une stratégie assez claire, il est en attente, il fait sa traversée du désert. Hein. Il va pas se mouiller. Il faut quand même rappeler qu'il est président de région, qui réussit très bien. Il a été réélu triomphalement. Hein. Donc, je veux dire, aujourd'hui, il n'est pas le patron des LR. Il s'est fait foutre dehors, moi, je me rappelle, après la défaite aux européennes précédentes, qui était une défaite lourde. Hein. Et donc, non, c'est tactique, d'accord, hein, c'est tactique, mais je pense qu'il joue cette carte-là. Oui. Hein, il n'a pas de responsabilité autre que politique. Non, mais il ne faut pas exagérer. Non, mais attends, Régis, faut pas exagérer. Tu as bien entendu que Ciotti a dit, je prends la direction du parti pour pouvoir organiser notamment l'élection présidentielle en faveur de X. C'est pas moi qui l'ai décidé, moi je suis pas dans les petits papiers. Non, mais ça, je veux dire, ok, Ciotti dit ce qu'il veut pour devenir le président, il est tout content. Hein. Bon, c'est une erreur de casting tellement évidente, mais peu importe. Non, je pense qu'on vit une crise politique qui, moi, je pense, commence avec la première élection surprise de Macron et sa réélection.
sa réélection, il est réélu 58% des voix. Rappelez-vous qu'avant, c'était pas gagné dans les derniers sondages, etc. Non. Et moyennant quoi, on a, grande surprise depuis l'inversion du calendrier des législatives, grande surprise, il n'a pas la majorité qu'il escomptait, hein, et il se retrouve avec des oppositions, c'est-à-dire une chambre ingouvernable. Une chambre ingouvernable avec en plus, je rappelle, une abstention massive. Comment veut-on qu'un pays qui effectivement est dans cette situation institutionnelle, vous savez, il paraît que le soir du deuxième tour des législatives, Macron a dit on rentre dans le bizarre. Moi, je pense que c'est sa réélection comme ça qui était bizarre. Moyennant quoi, la crise politique, elle est là, hein, et on est dans une situation, oui, là, c'est pas le bizarre des tontons flingueurs, hein, mais non, mais je pense que on paye tout ça. On paye tout ça. Et peut-être justement que la défaillance des LR, qui je pense vont payer très cher. Hein, c'est-à-dire que s'il y avait eu le gouvernement qui avait été renversé, c'était un acte démocratique fort, hein, et que à ce moment-là, dissolution, on aurait été. Il est possible que, vu la crise politique, il y ait eu une participation plus importante, et au moins ça aurait clarifié les choses. Hein, y compris que si Macron les perdait, ces élections législatives, ce qui était tout à fait possible, à ce moment-là, il peut plus dissoudre pendant 1 an. C'est-à-dire qu'il devient président inaugureur de Chrysanthème. Oui. Oui, non, pour LR, c'est une erreur stratégique parce que s'ils avaient effectivement choisi de vraiment jouer le rôle d'opposition, alors certes, le projet de réforme des retraites leur tenait à cœur, ça faisait partie des choses sur lesquelles on évoquait, mais ils avaient plein de motifs pour finalement décider de se mettre en travers, plein de motifs pour reprendre le pouvoir, plein de motifs pour construire un futur en disant ok, ça va être un peu le bazar, mais ce qui se passe aujourd'hui n'est pas satisfaisant et on est une vraie opposition. Donc, et là ils pouvaient vraiment bâtir quelque chose. Là, et sur les prises d'opposition des uns des autres, moi, effectivement, bon, Laurent Wauquiez, il fait de la tactique politique. On verra si c'est payant parce que la mémoire politique est ce qu'elle est. Des hommes politiques comme Xavier Bertrand, eux, ont clairement pris position dans le débat. Je crois qu'effectivement, à un moment comme celui-là, il faut sortir de l'ambiguïté, quoi. Mais qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vous aimeriez que le président de la République dise demain, Sophie? Alors, le président, il peut faire aussi, si tout d'un coup, vraiment, les choses continuent à déraper sur un plan social, dans la rue, pendant les jours et les semaines qui viennent, il peut faire ce qu'a fait Jacques Chirac avec le CPE. Hein, le CPE avait été voté, et puis finalement, au bout du compte, voté, promulgué, et au bout du compte, il l'a démontré. Tout ça pour ça. Oui, mais à un moment donné, c'est peut-être sa seule manière, tactiquement parlant, de dire bon, écoutez, on n'y arrive vraiment pas. Le job a été fait par la démocratie, mais moi, je vous entends quand même, et je pense qu'on va remettre le métier sur l'ouvrage. Il fera jamais ça. Non, on est d'accord, c'est pas son style. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? C'est continuer à avancer et essayer de Comment on calme? Parce qu'il faut que ça s'arrête. Comment on calme l'armée? On calmera pas. On calmera pas les. Mais donc quoi? Donc il démissionne? C'est le scénario de Sophie depuis. Ça va être chaotique. Depuis le début. En fait, ce sont des pompiers pyromanes. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont mis de l'essence partout. Ils ont fait, et puis ils sont en train de jouer avec le briquet. Donc à un moment donné, si c'est pas ce coup-ci, c'est ce qu'on dit depuis des mois. Moi, hier, je parlais encore avec des représentants d'organisations syndicales, pas les plus extrêmes, qui disent les militants de base sont dans un état de colère, et ceux qui étaient parmi les plus calmes, qui est rare. Donc on arrive à un niveau d'exaspération, qu'il est dommage que ceux qui nous gouvernent n'écoutent pas. Et même la majorité macroniste, pro-Macron, est exaspérée. Personne ne supporte cette situation. On en est à... il faut qu'on donc compte. Quelle est la solution? Quelle pourrait être la solution? S'il a du panache... Est-ce que le remaniement changera quelque chose? Non. Changer quelques fusibles, et en plus, je pense qu'il ne doit pas très bien avoir l'idée de qui va mettre à la place des inconnus. Faut y aller, hein. Voilà. La dissolution, est-ce que ça changera les choses? Non, ce sera pire. La dissolution, l'Assemblée sera encore moins favorable à... donc on est... Régis. Il fait démissionner Elisabeth Borne et il nomme Wauquiez Premier ministre. Il est au supermarché, il n'a pas le temps. Au supermarché, il n'a pas le temps. Ce que je veux dire, c'est qu'il a quand même là, ce que démontre le vote à 9 voix près, je suis bien d'accord, c'est faible. Mais ce que démontre, c'est qu'il pourrait peut-être construire une majorité. Il pourrait peut-être un nouveau Premier ministre. Oui, mais il ne veut pas. On l'a évoqué hier avec Arlette Chabot. Il ne veut pas de gouvernement de coalition, d'union nationale, appelez-le comme vous voulez. Il ne veut pas. Enfin, il ne voulait pas. Oui, mais nécessité fait loi. Je considère qu'il a toujours montré un assez faible. Il est sorti de nulle part. Il n'a jamais eu une expérience d'élu, rien. Il n'a même pas dirigé une entreprise.
entreprises, ma chère Sophie. Ouais, il s'est contenté de faire de la fusion-acquisition. Non, donc je pense que son sens politique est, je crois, assez faible. Ouais. Et donc, il est trop narcissique. Mais Jean-Claude, j'entends ce que vous dites sur les confidentiels que peuvent avoir tel ou tel journaliste, mais moi je pense que hier soir c'était quand même à 9 voix de majorité. Ce qui veut dire de deux choses, où aujourd'hui on reste dans une situation de blocage pour les futurs projets, parce que même si on ne va le risque, c'est qu'il y a d'autres projets de loi, et le risque, c'est qu'on remette cela. Est-ce qu'il faut qu'ils bâtissent une coalition avec les Républicains ? Peut-être que c'est le moment de poser la question. Je ne suis pas en train de dire que c'est la solution. Je ne connais pas. Mais quel Républicain ? Mais attendez, Sophie. Moi, je suis pas là. Je suis pas en train de vous dire que la solution est idéale. Je suis en train de vous dire qu'aujourd'hui, il est minoritaire et que les uns et les autres vont lui mener la vie dure. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire ? Qu'est-ce qu'il peut faire ? Moi, peut-être essayer de trouver une coalition, une majorité avec les. Il pourrait faire une chose utile, c'est lancer un grand chantier démocratique. Voilà. C'est quoi un grand chantier ? Il a déjà fait. Non, vraiment se disent, bon, ok, ça n'a pas bien fonctionné, ça ne fonctionne plus, les institutions sont usées, on remet tout à plat, et ça, c'est un grand chantier. Alors, ce matin, ça intéresse qui, ça ce matin, Olivier Dussopt, qui était l'invité de Patrick Roger, a confirmé qu'il y aurait une loi travail avant l'été. Et voilà. Et il a dit reprise du dialogue social pour la prochaine loi travail. Voilà, on y croit. 28% de popularité pour Emmanuel Macron. Ça aussi, il faudra qu'il en tienne compte. 28%. Oui, mais c'est le score le plus bas, et ce que nous disait Frédéric Dabi, il a perdu énormément au sein de son socle de soutien. Merci à tous les quatre, et puis attendons demain midi. On se retrouve dans un instant avec vous. On va parler du mariage pour tous, les 10 ans de la loi du mariage pour tous, avec Julien Belvert. À tout de suite.